Que sais-tu vraiment sur la France? Connais-tu, par exemple, le dernier souverain français? Le drapeau français est bleu, blanc, rouge, bien sûr. Mais sais-tu pourquoi? Ou alors connais-tu le nom de la capitale mondiale du parfum? Si tu es curieux ou curieuse, ce quiz est vraiment fait pour toi. Découvre si tu es incollable sur la culture française en 30 questions. Salut, je m'appelle Jordi. Je suis professeur de français et créateur de Le French Club, le club de français 100% en ligne. Aujourd'hui, je te propose une vidéo un petit peu différente, un format un petit peu différent. Je te propose de participer à un quiz qui est inspiré du test de culture générale que doivent passer les candidats à la naturalisation française. La naturalisation, c'est le processus pour acquérir une nationalité. Alors d'où vient ce test? C'est très simple. Pour devenir français, les candidats doivent passer un entretien avec un agent de l'État qui va évaluer leur niveau de connaissance sur la culture française. Ce test, il est organisé par l'OFII, qui est l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Ce test évalue les connaissances des candidats sur l'histoire de France, sur la culture, sur les institutions françaises et bien évidemment sur les valeurs de la République française. Aujourd'hui, j'ai préparé spécialement pour toi une version adaptée, une version ludique et interactive de cet entretien. Il s'agit d'une version un peu plus YouTubeable. Ne retiens surtout pas ce mot, je viens de l'inventer. Si tu es candidat à la naturalisation, si tu souhaites devenir français, eh bien tout d'abord, je te félicite, c'est un excellent choix. Et je dois te dire que tu es au bon endroit, sur la bonne chaîne YouTube, avec le bon professeur de français. Si tu n'es pas candidat à la naturalisation, si tu es déjà français depuis ta naissance, ou bien si tu veux tout simplement apprendre le français, éventuellement visiter Paris, voir la Tour Eiffel, le Moulin Rouge, puis rentrer chez toi, eh bien tu es au bon endroit également, parce qu'avec ce quiz, tu vas apprendre plein de choses super intéressantes sur la France et sa culture. Alors, comment va se dérouler ce quiz? C'est très simple, tu vas avoir 5 séries de 6 questions. Si en plus d'être bon en français, tu es bon en mathématiques, tu le sais, il va y avoir 30 questions au total. Les séries sont Histoire de la France, les institutions de la République française, la géographie de la France, les valeurs de la République française et enfin art, littérature et culture populaire. Alors prends un stylo et ton petit carnet de français, tu vas pouvoir noter progressivement tes réponses et compter le nombre de bonnes réponses que tu as obtenues. Si tu préfères, tu peux également mettre tes réponses dans les commentaires de cette vidéo. Et à la fin, je te donnerai les résultats de ce quiz. Alors, pourrais-tu devenir français ou française? Es-tu prêt à relever cet énorme défi? Allez, on commence tout de suite avec la première série. Cette première série concerne les questions sur l'histoire de France. J'ai oublié de te préciser que les premières questions de chaque série sont les plus faciles. Et les dernières questions, les questions 5 et 6, sont toujours les plus compliquées, les plus dures. Première question, je pense que c'est super facile. Qui était le général de Gaulle? Tu as 4 options. Réponse A, c'était un chef militaire pendant la Révolution française. Réponse B, c'était un héros de la résistance et président français. Donc si je parle de résistance, c'est la Seconde Guerre mondiale. Réponse C, un célèbre peintre, très talentueux. Réponse D, c'était un roi de France. Tu as 5 secondes pour réfléchir. Allez, cette première question, je pense, était super facile
Évidemment, il s'agissait d'un héros de la résistance et président français. Donc, sauf si tu es très jeune, je pense que tu as bien répondu à cette question. Alors, il y a beaucoup de personnages importants dans l'histoire de France, mais pour les Français, le général de Gaulle occupe une place toute particulière parmi ces grands personnages. Question 2. Laquelle de ces personnes n'a jamais été président ou présidente de la République? Réponse A, Jacques Chirac. Réponse B, René Coty. Réponse C, Ségolène Royal. Et réponse D, Georges Pompidou. 4 noms, 5 secondes pour réfléchir. Et oui, la bonne réponse, c'était Ségolène Royal, qui n'a jamais été présidente de la République, bien qu'elle fût candidate, mais elle n'a jamais été élue. Alors retiens que pour l'instant, aucune femme n'a été élue présidente de la République en France. Pour l'instant. Question 3. En quelle année a été adoptée la 5e République? Donc actuellement en France, nous vivons dans la 5e République. En quelle année elle a été adoptée? Tu as 4 possibilités. A. 1958, B. 1946, C. 1870 et D. 1921. 4 dates, 5 secondes pour réfléchir. Et oui, la 5e République a été instaurée en 1958, notamment par le général de Gaulle, dont je t'ai déjà parlé. Son objectif était de moderniser les institutions pour éviter les instabilités qu'on a connues avec la 4e République. Donc toujours dans la série Histoire de France, question 4. À quelle guerre est associée la bataille de Verdun? Tu as 4 possibilités. A. La guerre de Cent Ans. B. La guerre franco-prussienne. C. La Première Guerre mondiale. Et D. La Seconde Guerre mondiale. 5 secondes. Donc, la bataille de Verdun, effectivement, c'est la Première Guerre mondiale. Elle a commencé en 1916, elle a duré 9 mois, donc elle a été particulièrement longue. Et cette bataille, elle symbolise dans la mémoire des Français cette résistance face à l'envahisseur allemand. Ça a été une bataille particulièrement difficile, particulièrement dure, très meurtrière. Elle a notamment fait 700 000 victimes, morts et blessés, des deux côtés, français et allemands. Je passe à la question 5. Quel grand personnage a instauré le Code civil en France? A. Napoléon Bonaparte. B. Jules Ferry. C. Adolphe Thiers. Et D. Georges Clemenceau. Donc ce sont 4 grands noms de l'histoire de France. Et quelle personne a inventé le Code civil? Et oui, le Code civil, c'est vraiment un livre qui est une référence en matière de droit en France. Il a d'ailleurs inspiré d'autres pays, comme je sais que le Québec utilise un Code civil qui est similaire au Code civil français, et il a été instauré par le très célèbre Napoléon Bonaparte. Et le droit français s'appuie toujours sur ce livre aujourd'hui. 6e et dernière question de cette première série. Histoire de France. Qui a été le dernier souverain français? Je pourrais dire aussi qui a été le dernier monarque français. Réponse A, Louis-Philippe Ier. Réponse B, Édouard Philippe. Réponse C, Louis-Napoléon Bonaparte, qui était le neveu de Napoléon. Réponse D, Louis XVI.
Oui, effectivement, Louis-Philippe Ier, c'est bien le dernier roi de France, mais ce n'est pas le dernier souverain, puisque Louis-Napoléon Bonaparte a lui-même été empereur des Français au XIXe siècle. Donc la bonne réponse, c'était Louis-Napoléon Bonaparte. Tu peux retenir que Louis-Napoléon Bonaparte a été le premier président de la République de l'histoire de France et aussi le dernier souverain. Avant de passer à la deuxième série, je profite de ce moment pour te dire que tu peux venir nous rejoindre. Oui, tu peux venir nous rejoindre au club de français en ligne. Tu accéderas à des cours de français exclusifs que tu ne trouveras pas sur YouTube, ultra complets et extrêmement détaillés. Ce sont des cours sur la grammaire, sur les conjugaisons, sur le vocabulaire ou sur la communication du français. Tu profiteras également de tous les podcasts du French Club, accompagnés de PDF téléchargeables et d'activités interactives super chouettes. Ces ressources te permettront d'apprendre le français en t'amusant dans le pur esprit du French Club. Donc on est de plus en plus nombreux mois après mois. Si tu veux venir toi aussi nous rejoindre au club de français, je te laisse le lien dans la description de cette vidéo. Le lien est en première ligne, donc tu ne peux pas le rater. Clique dessus. Et voici maintenant la deuxième série de questions sur les institutions de la République. Alors souviens-toi que les premières questions sont toujours faciles, je pense. Question 1. Quelle est la devise de la République française? Liberté, égalité, fraternité. Liberté, égalité, laïcité. Dieu est mon droit. Unis dans la diversité. Et oui, même si la laïcité est très importante, elle n'est pas mentionnée dans la devise de la République. Unis dans la diversité, c'est la devise de l'Union européenne et Dieu est mon droit, c'est la devise de l'Angleterre. Donc rien à voir. La bonne réponse, évidemment, c'était liberté, égalité, fraternité. Question 2. Qui dirige le gouvernement? Est-ce que c'est le président de la République? Est-ce que c'est le Conseil d'État? Est-ce que c'est le Premier ministre? Ou alors est-ce que c'est l'Assemblée nationale? Tu as 5 secondes pour réfléchir. Et oui, en France, c'est le Premier ministre qui est le chef du gouvernement. Quant au président de la République, c'est le chef de l'État. Question suivante, question 3. Qui sont les sages de la République? Qui sont les sages de la République? Est-ce que ce sont les membres du Sénat? Est-ce que ce sont les membres du Conseil d'État? Est-ce que ce sont les anciens présidents de la République? Ou alors est-ce que ce sont les membres du Conseil constitutionnel? 5 secondes. Et oui, ce sont les membres du Conseil constitutionnel qu'on appelle les sages de la République. Donc la réponse D était la bonne réponse. Ce Conseil constitutionnel, comme son nom l'indique, il veille à la constitutionnalité des lois et c'est également ce Conseil qui organise les élections en France. Question 4. Dans quel régime se trouve la République française? Réponse A, dans un régime présidentiel. Réponse B, dans un régime parlementaire. Réponse C, dans un régime semi-parlementaire. Réponse D, dans une monarchie. Je te laisse réfléchir une poignée de secondes. Et oui, la bonne réponse était un régime semi-parlementaire, avec certaines caractéristiques qui correspondent à un régime présidentiel, comme celui des États-Unis,
et avec d'autres caractéristiques qui correspondent plutôt à un régime parlementaire, comme ceux de l'Italie, de l'Allemagne ou de l'Espagne. Question 5. Qu'est-ce que l'article 16 de la Constitution? C'est un point très important de la Constitution. Qu'est-ce que l'article 16 de la Constitution? Est-ce que c'est l'article qui interdit la censure? Est-ce que c'est l'article qui permet au président de la République d'obtenir des pouvoirs exceptionnels? Est-ce que c'est l'article qui garantit le droit de grève et qui fait du droit de grève un droit constitutionnel? Ou est-ce que c'est l'article qui fixe la durée du mandat présidentiel à 5 ans? 5 ans et 5 secondes pour réfléchir. La bonne réponse, c'est que cet article 16, il permet au président de la République de concentrer les pouvoirs, de concentrer tous les pouvoirs en cas de crise grave, en cas de crise majeure, qui menacerait la République française, qui menacerait la France. Question 6. Apparaissent à l'écran 4 lieux importants, 4 lieux emblématiques, on peut dire, de la ville de Paris. Le Quai d'Orsay, le Palais de l'Élysée, Bercy et l'Hôtel de Matignon. Puis apparaissent 4 institutions de la République française. Le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère des Affaires étrangères, le Premier ministre et le Président de la République. La question c'est où siège chacune de ces fonctions, chacune de ces institutions. Donc il faut associer ces différents lieux parisiens aux institutions. Je te laisse réfléchir. Alors la bonne réponse apparaît à l'écran. Si tu avais toutes les bonnes réponses, tu peux te compter un point. Si tu as un niveau avancé en français, ça c'est un point qui est important. Lorsque dans les médias, dans les journaux ou à la télévision par exemple, tu entends parler de l'Élysée, eh bien ça veut dire que l'on parle du président de la République. Si on dit par exemple que le Quai d'Orsay a fait telle proposition, cela signifie que c'est le ministère des Affaires étrangères qui a fait cette proposition. Ou alors que l'hôtel de Matignon a un désaccord avec l'Élysée, cela veut dire que le Premier ministre n'est pas d'accord avec le président. Nous passons à la troisième série, ce sont les questions de géographie. Question 1. Quelle est la plus haute montagne de France? Est-ce que c'est le Mont Ventoux? Est-ce que c'est le Mont Blanc? Le Pic du Midi ou le Puy de Dôme? Je te laisse réfléchir. Encore une fois, la première question était facile, je pense. Il s'agissait bien évidemment du Mont Blanc qui culmine à 4808 mètres et qui fait du Mont Blanc la plus haute montagne de France et même la plus haute montagne de tous les pays de l'Union européenne. Pour la question 2, tu vas devoir faire un classement. Tu dois classer ces subdivisions administratives du plus petit au plus grand. Donc tu as les départements, les communes, les régions et les cantons. Je te laisse réfléchir. Et oui, la plus petite subdivision administrative de la France, ce sont les communes, les villes. Il y en a 35 000 en France, il y a 2000 cantons, 101 départements et 18 régions, 13 régions métropolitaines et 5 régions d'outre-mer. Question 3. Quelle est la plus vaste région de France? La plus vaste, ça veut dire la plus grande en superficie. Est-ce que c'est la Nouvelle-Aquitaine? Est-ce que c'est la région Occitanie? Est-ce que c'est le Grand Est? Ou bien est-ce que c'est la Guyane française? 5 secondes. En effet, la Nouvelle-Aquitaine, c'est la plus vaste région de France. Elle fait 84
kilomètres carrés, un petit peu plus même, et elle est plus grande que la majorité des pays européens. Cette région, elle est nouvelle, elle a été créée en 2016 et elle est née de la fusion de 3 anciennes régions qui étaient l'Aquitaine, le Poitou-Charentes et le Limousin. Et la Guyane française est légèrement plus petite que la Nouvelle-Aquitaine puisqu'elle ne fait que 83 000 km². Question 4. Question 4. Combien de pays partagent une frontière terrestre avec la France? 4 options. 7, 8, 9 ou 11. Je te laisse 5 secondes. Et oui, la bonne réponse, c'était 11 frontières terrestres. La France partage 11 frontières terrestres avec d'autres pays. La Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, Monaco, l'Andorre, l'Espagne, ça c'est pour la France métropolitaine, et pour la France d'outre-mer, il y a également le Suriname, le Brésil et les Pays-Bas, puisque l'île de Saint-Martin est divisée en 2 parties avec un côté français et un côté néerlandais. Je continue. Quelle île française n'est pas située dans les Antilles? Est-ce que c'est la Nouvelle-Calédonie, la Guadeloupe, la Martinique ou Saint-Barthélemy? Tu as 5 secondes. Alors ceux qui suivent assidûment, avec une grande régularité, la chaîne du French Club le savent puisque j'ai fait un podcast sur la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie n'est pas située dans les Antilles. La Nouvelle-Calédonie est située dans le Pacifique Sud. 6e et dernière question sur la géographie. Quelle grande ville française accueille le siège international d'Interpol? Interpol, tu le sais, c'est cette grande organisation internationale qui regroupe les différentes polices de la planète. Est-ce que c'est Paris, Lyon, Marseille ou Bordeaux? Je te laisse réfléchir. La bonne réponse, c'était la ville de Lyon, qui accueille le siège international d'Interpol. La 4e série de ce quiz concerne les valeurs républicaines. Question 1. Quelle figure allégorique féminine symbolise les valeurs de la République française? Est-ce que c'est Jeanne d'Arc? Est-ce que c'est Dorothée? Ou est-ce que c'est Marianne? Oui, la bonne réponse, c'était Marianne, cette femme que l'on représente souvent comme une révolutionnaire avec un bonnet phrygien qui n'a jamais existé et qu'on peut retrouver sur les pièces de monnaie, qu'on peut retrouver sur les timbres-poste et sur les documents officiels. Question 2. Est-il possible que 2 personnes du même sexe se marient en France? A. Oui, c'est possible. B. Non, c'est impossible. C. Oui, c'est possible dans certains départements, comme Paris, la Gironde, les Alpes-Maritimes, la Charente-Maritime ou le Var. D. Oui, c'est possible, mais pas dans certains départements d'outre-mer. Alors, quelle sera ta réponse? La bonne réponse était tout simplement la réponse A. Oui, c'est possible. Le mariage pour tous est légal en France depuis 2013 grâce à la loi Taubira. Madame Taubira était notre ancienne ministre de la Justice. Question 3, très importante. Qu'est-ce que la laïcité? Quelle est la meilleure définition de la laïcité? Réponse A. C'est la liberté de pratiquer librement sa religion sans aucune limite. Réponse B.
c'est l'interdiction de pratiquer sa religion dans l'espace public. Réponse C, c'est la neutralité de l'État en matière religieuse. Et enfin, réponse D, c'est la suppression de toutes les religions. Donc oui, la laïcité a un rapport avec la religion, mais quelle est la bonne définition? Je te laisse réfléchir. Oui, la laïcité, c'est quelque chose de difficile à expliquer. Néanmoins, je pense que la phrase C était la meilleure définition. C'est la neutralité de l'État en matière religieuse. L'État français ne s'occupe pas de religion. Question 4. Quels sont les principes d'un État de droit? Et est-ce que la France est un État de droit? Alors attention, là, tu vas avoir 3 réponses à sélectionner parmi les phrases suivantes. A, c'est la soumission de tous à la loi. B, la garantie des droits fondamentaux pour chaque individu. C, la garantie des droits fondamentaux pour les citoyens français. D, la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. D, la justice rendue uniquement au bénéfice de l'État. Qu'est-ce que c'est qu'un État de droit? Il y a 3 réponses à sélectionner. Alors, les bonnes réponses étaient effectivement la soumission de tous à la loi. Nous sommes tous égaux devant la loi. Réponse B également, la garantie des droits fondamentaux pour chaque individu. Chacun a des droits. La réponse C n'était pas suffisante, puisqu'on dit que les droits fondamentaux étaient garantis pour les citoyens français uniquement, ce qui n'est pas le cas. C'est valable pour tous les individus qui se trouvent sur le territoire français. La réponse D était également une bonne réponse. Un État de droit sépare toujours ses pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. Et la réponse E, la justice rendue uniquement au bénéfice de l'État, n'était absolument pas une bonne réponse. Cette définition serait même le contraire d'un État de droit. Pour avoir un point à cette question 4, il fallait répondre les réponses A, B et D. Question 5. Que symbolise le drapeau français? Le bleu et le rouge symbolisent la ville de Paris, qui encadre le blanc, symbole du roi de France. Réponse B, chaque couleur représente une valeur de la République. Liberté, égalité, fraternité. Réponse C, le bleu symbolise Paris, le blanc représente la Bretagne et le rouge le Languedoc. Réponse D, le drapeau symbolise la mer en bleu, la montagne en blanc et le sang du peuple en rouge. 5 secondes. La bonne réponse, effectivement, c'était la réponse A. Le bleu et le rouge représentent la ville de Paris et le blanc, c'était le symbole de la fleur de lys du roi de France. Donc bleu, blanc, rouge, cela voulait dire le roi de France contrôlé par les Parisiens. La question 6 est également une question avec plusieurs réponses possibles. Que permet la liberté d'expression? Est-ce qu'elle permet de caricaturer une personnalité politique ou religieuse? Est-ce qu'elle permet de dire librement ce que l'on pense? Est-ce qu'elle permet de menacer des hommes politiques? Est-ce qu'elle permet de se moquer publiquement du président de la République? Est-ce qu'elle permet de diffamer, dire ce que l'on veut sur nos voisins, par exemple? Allez, je te laisse réfléchir. Il y a 3 bonnes réponses. Donc les bonnes réponses, c'était des réponses A, B et D. Encore une fois, la liberté d'expression, elle permet de caricaturer, elle permet de dire ce que l'on veut, elle permet de se moquer d'une personne publique, pourquoi pas. En revanche, la liberté d'expression ne permet pas de menacer ni de diffamer, c'est-à-dire de dire des mensonges sur une personne.
Donc si tu avais répondu A, B et D, tu te rajoutes un point. Super, on est déjà à la 5e et dernière série, celle qui s'appelle Art, littérature et culture populaire. La première question, c'est par quelle figure géométrique surnomme-t-on parfois la France? Le pentagone, l'octogone, l'hexagone ou le losange? 5 secondes. En effet, on appelle la France souvent l'hexagone parce que la France a plus ou moins la forme d'un hexagone. Tu imagines des droites qui vont de Bayonne à Brest, de Brest à Dunkerque, de Dunkerque à Strasbourg, de Strasbourg à Menton, de Menton à Perpignan et de Perpignan à Bayonne, et on obtient plus ou moins un hexagone. Donc au lieu de toujours dire la France, tu peux aussi dire l'hexagone. Question 2. Qui sont Victor Hugo, Marie Curie, Rodin, Léon Marchand, René Descartes et Louis de Funès? Les réponses possibles sont un champion olympique, un grand écrivain, un philosophe, un sculpteur, un acteur, une scientifique. Donc tu dois associer des réponses A, B, C, D, E, F aux réponses 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc la bonne réponse, Victor Hugo est un grand écrivain, Marie Curie une scientifique, Rodin un sculpteur, Léon Marchand un champion olympique, René Descartes c'est un philosophe et enfin Louis de Funès était un grand acteur. Question 3. Comment appelle-t-on les membres de l'Académie française? Est-ce qu'on les appelle les galactiques, les mousquetaires, les immortels ou les grammairiens? Je te laisse réfléchir un instant. On appelle les membres de l'Académie française les immortels. Pourquoi? Parce que la devise de l'Académie française, c'est à l'immortalité. Question 4. Quand ont lieu les événements sportifs suivants? Tu as 4 événements sportifs très importants en France. Le Tour de France, Roland-Garros, le tournoi Destination et le Vendée Globe. Et les réponses possibles sont tous les ans en février-mars, tous les ans au mois de mai, tous les ans au mois de juillet et enfin tous les 4 ans en hiver. Donc associe chaque événement sportif à une époque de l'année. Tu as besoin d'un temps de réflexion? Prends ce temps de réflexion. Le Tour de France cycliste a lieu tous les ans au mois de juillet. Le tournoi de tennis international de Roland-Garros a lieu chaque année au mois de mai. Le tournoi des 6 nations de rugby a lieu chaque année au mois de février-mars, tandis que le Vendée Globe a lieu tous les 4 ans en hiver. Art, littérature et culture populaire, question 5. On a bientôt fini. Qui a peint les deux sœurs? Les deux sœurs, c'est ce tableau-là. Qui a peint les deux sœurs? Est-ce que c'est Claude Monet? Est-ce que c'est Pierre-Auguste Renoir? Est-ce que c'est Paul Gauguin? Ou alors est-ce que c'est Kundelitch? Les deux sœurs, qui est une œuvre emblématique du mouvement impressionniste, a été peinte par Pierre-Auguste Renoir. Allez, c'est la toute dernière question. Quelle ville du sud de la France est considérée comme la capitale mondiale du parfum? Donc c'est une ville du sud de la France. Réponse A, Toulon. Réponse B,
Cannes. Réponse C, Saint-Tropez. Et réponse D, Grasse. Alors si tu as déjà lu le roman Le Parfum de l'auteur allemand Patrick Süskind, peut-être que tu connaissais la réponse. En effet, la capitale mondiale du parfum, c'est Grasse. C'est une petite ville qui est située dans l'arrière-pays niçois, entre Cannes et Nice. Donc maintenant, je t'invite à calculer le nombre de bonnes réponses que tu as obtenues. Maintenant que tu as calculé le nombre de bonnes réponses que tu as obtenues, je vais pouvoir te donner les résultats. Mais avant ça, j'aimerais que tu répondes à cette question dans les commentaires de la vidéo. Est-ce que dans ton pays, les candidats à la naturalisation doivent également passer un entretien comme en France ou un test sur la culture, sur les valeurs de ton pays? Et une autre question serait, qu'est-ce que toi, personnellement, tu penses de ce type d'entretien, de test? Alors on est bien d'accord, le quiz que je t'ai montré aujourd'hui est une version ludique, amusante, adaptée à YouTube du véritable entretien que passent les candidats à la naturalisation pour la nationalité française. Mais tu peux me dire dans les commentaires ce que tu penses de cette idée. Donc je te le rappelle, chaque bonne réponse valait 1 point. Si tu as obtenu moins de 10 points, oh là là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, tu es l'incorrigible étranger. Cela fait peut-être 10 ans que tu habites en France, mais on continue de te proposer le menu en anglais quand tu t'assois à la table d'un restaurant. Et ne t'étonne pas qu'on continue de te facturer le café 15 €. Si tu as entre 10 et 20 points, tu es le touriste enthousiaste pour la culture française. Tu connais sans doute Édith Piaf, tu as déjà visité la Tour Eiffel, mais tu es encore un touriste. Et oui, je suis désolé de te le dire. Allez, courage! Encore un petit effort et tu pourras bientôt râler comme un Français et commander un croissant dans une boulangerie comme un Français. Si tu as obtenu entre 20 et 25 points, tu es un Français en devenir. Tu es presque au niveau d'un natif. Avec ce score, tu pourrais discuter de la météo ou même débattre de l'importance de la laïcité à la terrasse d'un café. Allez, encore un petit effort et tu vas obtenir ton permis officiel de critiquer tout et n'importe quoi comme un vrai Français. Plus de 25 points, tu es le champion toute catégorie. Tu es super français. Tu maîtrises tout de la culture française. Tu as lu tous les romans français, tu connais toutes les œuvres du musée du Louvre, tu connais la moutarde de Dijon, tu connais toutes les grandes dates de la Révolution française. Alors si tu as obtenu plus de 25 points, tu fais rapidement une capture d'écran et tu files, tu cours rapidement à l'Alliance française ou à l'Institut français le plus proche de chez toi et on te décernera le prix de Super Français. Allez, tu l'as compris, je plaisante, je dis un petit peu n'importe quoi, d'accord? J'espère malgré tout que tu as appris beaucoup de choses en regardant cette vidéo. Je te félicite parce que tu as répondu à 30 questions et 30 questions qui n'étaient pas faciles. Si tu es véritablement un candidat à la naturalisation, j'espère que ce quiz t'aura un petit peu aidé. Alors le format du quiz était plutôt amusant, c'était pour s'amuser, pour se divertir. Néanmoins, les questions étaient très sérieuses. Et si ton objectif est tout simplement d'apprendre le français, j'espère que tu auras appris beaucoup de choses intéressantes sur la France aujourd'hui. Je te remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir participé à ce quiz. Je te rappelle que les inscriptions au club de français sont ouvertes. Je te dis à la semaine prochaine, même chaîne, même jour, même heure. À très bientôt.